Bonjour, Maël Kamerlink et bienvenue sur Nouvelle Voix. Nous sommes très heureux de vous avoir pour cet entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union européenne et des différents enjeux européens que rencontrent les différentes nations et notamment la France. Et dans un premier temps, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter? Qui êtes-vous et que représentez-vous aujourd'hui? Bonjour, donc tout d'abord merci pour m'avoir invité. Donc Maël Kamerlink, donc délégué national à l'information du parti de Debout la France, le parti présidé par Nicolas Dupont-Aignan. L'Union européenne est portée très régulièrement comme étant l'auteur des problèmes que rencontrent les agriculteurs européens par de nombreux partis politiques, mais également par des citoyens. Tout à fait. Quant à vous, considérez-vous également que l'Union européenne est donc la principale responsable de la crise de l'agriculture? Il suffit de reprendre vos interviews, enfin vos entretiens que vous avez pu faire notamment à Dunkerque, notamment le témoignage de Roger et d'autres carnavaleux qui étaient tout autour. Donc clairement, on n'est pas les seuls à le dire. De toute manière, on colporte ce que nous disent les agriculteurs. On bâtit notre programme avec eux. Et si je peux me permettre, il faut remonter à 92. Donc c'est mon année de naissance. Donc ça va pas me rajeunir, mais en tous les cas, il faut vraiment l'écouter. Il dure 2 heures. C'est l'entretien, enfin c'est le discours plutôt à l'Assemblée nationale de Philippe Séguin, qui prédisait ce qui nous arrive en ce moment. Clairement, Nicolas Sarkozy a trahi justement les Français. Donc c'est-à-dire que les Français ont voté à 52% à peu près non à ce fameux référendum. Clairement, on ne serait pas dans cet état actuel, de toute manière, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit non de nombreuses choses, c'est-à-dire que pas seulement dans ce secteur-là, en fait, dans le secteur industriel, dans le secteur de la santé, dans tout secteur en fait. Mais concrètement, l'Union européenne sacrifie notre agriculture. Alors souvent, ce qui est pointé du doigt par rapport à l'Union européenne, c'est à la fois la PAC et le pacte vert européen. En quoi la PAC est-elle néfaste, est-elle mauvaise? Pourquoi faudrait-il la réformer, par exemple? Alors, quand on était 6, l'Union européenne fonctionnait. Donc, c'est-à-dire que l'idée du général de Gaulle, à l'époque, c'était de créer un ensemble de paix et un ensemble d'entraide, en clair. On a pu accueillir une multitude de pays qui ont plus ou moins concurrencé la France, en fait. Que ça soit les transporteurs, que ça soit les ouvriers dans le secteur du BTP, aussi nos agriculteurs. Donc vous parlez de la PAC, elle fut pas non plus néfaste dès le départ. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'elle est devenue néfaste par la suite. En fait, on donne entre 25 et 27 milliards à l'Union européenne, on en récupère 9. Vous vous rendez compte? On en récupère 9. Ces 9 milliards par rapport à la PAC, justement, pourraient être redistribués, justement, directement à nos agriculteurs. Faisons comme la Suisse, par exemple. En Suisse, si vous avez suivi la Suisse, clairement, ils se portent pas plus mal, ils se portent mieux même. Clairement, c'est pas à nous d'en sortir de cette Union européenne. Clairement, on est l'un des pays bâtisseurs de l'Union européenne. C'est à Madame van der Leyen, c'est à Monsieur Michel, c'est aux commissaires européens, clairement, de partir, tout simplement. Ce sont même des personnes qui n'ont même jamais été élues à quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire que ils n'ont rien à faire là. On a monté une espèce de monstre qui est complètement supranational, donc c'est-à-dire en termes de loi, donc c'est-à-dire qui passe devant nos propres lois. Les lois agricoles, par exemple, qu'on va aller importer des produits du Brésil, par exemple, ou des pays, par exemple, d'Ukraine, par exemple, où est-ce que rien n'est contrôlé là-bas, et par contre, ici, à nos agriculteurs, on va leur donner un cahier des charges, on va leur dire, écoutez, vous respectez le cahier des charges, sinon vous ne pourrez plus vendre vos produits. Écoutez, mais est-ce que vous trouvez ça normal? C'est comme si vous étiez agriculteur, mais que vous ne pouviez plus cultiver chez vous. C'est un peu la même histoire des pêcheurs, c'est intimement lié. On est pêcheur, mais on peut plus pêcher. Donc justement, vous voulez changer l'ordre européen de l'intérieur, si on comprend bien? De l'intérieur, écoutez. On prône le Brexit. Alors qu'est-ce que le Brexit? C'est-à-dire que on est pour un référendum, donc c'est-à-dire que ça sera tranché par le peuple. On n'a pas de référendum depuis combien d'années? Depuis longtemps. Ça fait plusieurs présidents de suite qui se succèdent. Ils n'ont pas proposé de référendum aux Français. Ce serait justement le bon moment justement pour leur proposer justement ce Brexit, non pas cette sortie. Donc c'est-à-dire qu'on ne prône pas le Frexit à longueur de temps, on ne brûle pas des drapeaux dans notre jardin. On a autre chose à faire. On bâtit un vrai programme et concrètement, on souhaite
sortir de ce monstre, en clair, mais à plusieurs. Pourquoi? Pour pouvoir rebâtir quelque chose. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que si vous leur posez la question, que ce soit aux patriotes, à l'UPR ou à qui vous voulez, vous leur dites oui, mais après. Et ils vont vous répondre, on verra bien après. Eh ben non, il faut qu'on voit dès maintenant, même bien avant. Justement, ils vous rétorqueraient que changer l'Union européenne de l'intérieur est impossible en fait de fait, puisque l'Europe elle est construite sur des bases qu'on ne peut pas changer, autrement soit on en sort. Mais les fondements même de la maison européenne ne peuvent pas être changés. La Commission européenne, par exemple, dont vous parlez actuellement, eh bien, c'est un organe de gouvernement, entre guillemets, de l'Union européenne. C'est un monstre qu'on a bâti. Ouais. C'est ça. Mais si on enlève la Commission européenne, l'Union européenne tombe de fait. Alors, comment faire une Union européenne sans Commission européenne? N'est-ce pas un peu populiste ou démagogique? Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est que face à un monstre, qu'est-ce que vous faites? Il faut rebâtir quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'il faut des alliés de taille. Donc, par exemple, l'Italie, je veux dire n'importe quoi, l'Espagne. Enfin voilà, il faut être plusieurs pays. Refaire une Europe je sais pas, des 3, des 4 ou des 6. Là, on avait un véritable nouvelle, entre guillemets, Europe. Vous voyez ce que j'ai à vous proposer? Donc là, on voudrait rebâtir une nouvelle Europe, une Europe où est-ce que chacun est dans son pays, donc c'est-à-dire chacun est maître dans son pays, chacun a ses propres lois, surtout pas de lois supranationales, etc. Via l'Europe, donc c'est-à-dire ses propres normes, etc. Alors on s'entend pour des grands projets, par exemple ça pourrait être des Airbus, ça pourrait être des Alstom, ça pourrait être des très grands projets, par exemple pour concurrencer par exemple Google, pour concurrencer l'intelligence artificielle, OpenAI. Est-ce que vous voyez tout ça actuellement? Est-ce qu'il sort des grands projets? Est-ce qu'on concurrencie, franchement, est-ce qu'on est de taille à aller concurrencer les États-Unis ou la Chine? Moi je pense pas. Le nucléaire, on s'est laissé dépasser, EDF s'est laissé dépasser par la Chine. Écoutez, il y a encore quelques années, enfin il y a encore une dizaine d'années, écoutez, il y a encore une décennie, on était leader, enfin on était le pays le plus innovant en termes du nucléaire. Donc il faut rebâtir quelque chose. C'est pas du tout démagogique, c'est pas du tout ce que vous venez de me dire. Nous, on a au moins quelque chose à proposer. Les autres, c'est Frexit et puis point barre. Et puis quand on leur pose la question, il n'y a rien derrière. Mais aujourd'hui, parmi les différents partis qui ont votre discours sur le fond, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, qui contestent l'Union européenne comme instance supranationale, il y a énormément de divisions en fait. Comment réussir à avoir une efficacité politique en étant autant divisé, en ayant autant de micro-partis? On pense à l'UPR, on pense aux Patriotes, Génération Frexit, on pense à Debout la France. Il suffit de voir les réseaux. Écoutez, c'est pas Nicolas Dupont-Aignan qui lui prône, il en a même assez de tendre la main. Vous vous rendez sur mes réseaux sociaux, sur ceux de NDA, etc., sur ceux de Debout la France, jamais on critiquera qui que ce soit. Mais à un moment donné, il faut s'unir. Et il faut taper du poing sur la table, de dire, nous on a un projet, nous on a une vision, parce que c'est surtout une vision qu'il faut avoir sur 20, 30 ans, à la fois pour le pays, mais à la fois pour l'Europe. Si ce serait Monsieur Asselineau, je vous l'accorderais bien volontiers. Je vous dirais, c'est Monsieur Asselineau qui rassemble. Force est de constater, vous allez voir ses derniers tweets et puis vous reviendrez. Comment se matérialise votre refus du diktat européen de manière concrète dans votre programme, et notamment dans le cas de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous présentez en fait aux Français pour répondre à leurs aspirations à plus de souveraineté nationale et à moins de souveraineté européenne? Déjà, le Brexit, ça c'est vraiment le pilier. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, on est en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on continue à importer l'agneau de Nouvelle-Zélande. Donc, imaginez le nombre de kilomètres. Donc ça veut dire qu'on prône l'environnement, on prône tout ce que vous voulez. Alors le français est toujours pointé du doigt, alors que on est à 2%. Il me semble, en termes de mondial, de la pollution mondiale. On est à 2%. Comment on peut encore importer des agneaux dans de l'azote liquide à plus de 10 000 km? C'est pas possible. C'est comme le saumon, par exemple. On le pêche en Norvège, on l'empacte, par exemple, en Chine, et ensuite il revient en cargo par ici. Donc déjà, tout ça, c'est terminé. On va taxer à mort. Vous voyez, taxer à mort. Deuxième proposition, avec ces 9 milliards, justement, je vous en parlais tout à l'heure. Donc on réinjecte justement dans l'économie
française, donc c'est-à-dire l'agriculture, créer des innovations par exemple, amplifier l'intelligence artificielle chez nos agriculteurs, etc. Dieu seul sait qu'ils en ont besoin, pour qu'ils puissent justement augmenter leurs marges, etc., augmenter leurs profits, etc., pour qu'ils puissent mieux vivre, puisqu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours, ici en France. Et un agriculteur, malgré ses 80 heures par semaine, et un agriculteur, dans le temps, nos parents l'ont connu, nos grands-parents aussi, dans le temps, nos agriculteurs étaient plutôt bien payés. Donc c'est-à-dire que c'était noble, c'était comme d'être commerçant à l'époque. D'être commerçant, d'être agriculteur, c'était quelque chose. Et maintenant, si maintenant ils peuvent se faire un SMIC, c'est déjà très bien. Écoutez, donc nous on se bat pour ça. On se bat pour des choses vraiment très concrètes. Je vous parlais tout à l'heure de la jachère. On rend les terres à nos agriculteurs, c'est leur terre, ils peuvent cultiver sur leur terre, c'est à eux, c'est leur bien, on ne peut pas empêcher les gens de travailler. Mais là, M. Macron et ceux qui nous gouvernent pourraient justement appliquer la stratégie du siège vide, par exemple, à la Commission européenne, par exemple. Est-ce qu'ils le font? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts j'allais dire supranationaux. Vous voyez, donc déjà on abat aussi justement toutes les lois qui passeraient justement au-dessus du pays. Vous voyez, donc clairement, si déjà on a ça, je pense que l'agriculture déjà se porterait nettement mieux. Comment vous expliquez qu'il y ait des Français qui soient très européens, européistes, qui votent pour Macron, qui votent pour les listes En Marche? Écoutez, la bien-pensance, c'est-à-dire que déjà à l'école, moi je vois des gamins lors de commémoration, etc. Enfin, moi cette année, l'année dernière, ça m'a un peu fâché d'ailleurs. Il y avait les 2 drapeaux, c'était celui de la France, celui de l'Europe. Moi je veux bien, mais c'est d'abord celui de la France, ensuite celui d'Europe. Vous voyez, il y a une sorte d'endoctrinement, c'est dans les écoles. Voilà, l'Europe, c'est pour votre bien. L'Europe. Alors il y a des choses bien. Erasmus, par exemple, c'est très bien. Vous voyez, on peut pas tout mettre à la poubelle. Vous voyez, mais clairement, l'Europe. Le monde des bisounours, donc c'est-à-dire que c'est pour notre bien, et ça c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Et d'ailleurs, il y avait très peu de personnes dans vos interviews qui disaient justement que l'Europe était le monde des bisounours, et d'ailleurs c'est très fâcheux d'être contre la Russie à ce point, puisque en fait on est sur le même continent, clairement. De livrer des armes à l'Ukraine, clairement, c'est pas ça qui va nous... C'était un traité de paix qu'il fallait proposer. Il vaut mieux la paix que la guerre. Et on serait plus fort dans un grand continent européen, face à des Google, face aux États-Unis, face à la Chine. On serait nettement plus fort dans la paix que dans un conflit. Ça, c'est ce qu'on prône nous. Bon. Alors on nous traite de pro-Poutine, de pro-ceci, de pro-cela. C'est ultra faux. Là, on est environ à 30 ans d'Europe maastrichtienne, depuis le traité de Maastricht, 1992, que vous avez rappelé au tout début. Quel est le bilan, vous, que vous faites de 30 ans de construction européenne, d'histoire européenne? Bon, déjà, y a-t-il une histoire européenne? Quel bilan faire en 2024 de l'Union européenne? En dehors, de ce que vous avez dit précédemment, est-ce que c'est plutôt positif d'un point de vue économique, politique? Est-ce que c'est pas en fait un rêve, au départ, qui est devenu un mauvais cauchemar? Au départ, l'Europe a été créée pourquoi? Pour créer une grande puissance de paix, de partage également. On était 6 pays au départ. Bon, tout fonctionnait. Sont venues les 30 glorieuses, etc. Donc, vous n'allez pas me faire enlever l'histoire de l'Europe. L'histoire, c'est comme l'histoire de France, c'est comme toute n'importe quelle histoire. Donc l'histoire, elle reste. On peut pas forcément la critiquer. Par contre, l'après, et là on va y venir, force est de constater que on est vers une paupérisation, par exemple, de la France. Il suffit de sortir dehors, il suffit d'aller dans une gare ou autre part. On n'en est pas arrivé là seulement avec le gouvernement français, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-dessus. Et ça, on le sait, et les gens le disent avec leurs mots, et ils sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Les Français ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que les ordres ne sont pas forcément donnés à Paris, mais sont donnés à Bruxelles.
Est-ce que vous êtes déçu ou pas de l'Union européenne? C'est vraiment ça, la question. Déçu, À la fin. déçu. Plutôt des gens qui nous gouvernent justement. Si Philippe Seguin aurait été écouté, si Nicolas Sarkozy nous aurait pas trahi, et avec des si on pourrait refaire le monde. Mais concrètement, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue, mais Monsieur Macron, il pourra plus se représenter. Donc Monsieur Macron, il va reprendre la lignée, il va suivre la lignée de Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy, en se rasant le matin, il voulait à tout prix devenir président de l'Europe. Et moi je pense que Macron souhaite devenir président de l'Europe. Voilà, tout simplement. Et il prépare sa nouvelle marionnette pour l'Élysée. Mais est-ce que dès le départ, on ne pouvait pas prévoir que l'Union européenne allait mener à l'état actuel des choses? Ah si, on pouvait toujours prévoir. Donc le projet européen de base était voué non, je pense pas. à l'échec. Non, je pense pas. Du temps de De Gaulle, je ne pense pas que... Non, je ne pense pas. Je pense que c'était parti d'une grande idée, d'une chose qui a marché. Il fut un temps, il faut quand même l'avouer. On peut pas dire que tout est à jeter à la poubelle. Ça, c'est pas possible. Je pourrais jamais vous dire ça. Il y a des choses qui ont fonctionné. Si on reprend les chiffres, si on reprend, le PIB, ça c'est des éléments très factuels. Vous voyez, si on reprend le PIB, si on prend... la dette, alors certes on a eu cette crise de la Covid, diverses crises, etc. depuis les 30 Glorieuses, il faut quand même l'avouer, mais on peut pas toujours dire on n'a pas eu de chance. On peut pas toujours dire ça, c'est pas possible. Les Français en ont marre, c'est-à-dire que moi je connais des Français, moi déjà je suis né en 90 déjà, donc moi j'ai connu que des crises. Vous voyez, donc toutes les décennies, on avait des crises. Ceux qui sont nés dans les années 70-80, ils ont encore vécu à peu près la belle époque, encore à peu près. Vous voyez. Alors imaginez pas les bébés Covid, comme on a pu les appeler. Non. À prendre un exemple très concret, très facile. En épilogue, tout à l'heure, vous m'avez parlé des manifestations d'agriculteurs. Bon, très bien. Bon, que la SEA capitule, on sait très bien qui est son président, donc il a des intérêts. Et moi je pense que les politiques, et ça c'est prouvable, que les politiques à ce niveau-là ont des intérêts qui vont au-delà. Donc c'est-à-dire que par exemple M. Macron, je vous l'ai exposé tout à l'heure, souhaite devenir futur président de l'Europe. Alors forcément, il ne va pas commencer à aller... au-deçà de Madame von der Leyen, par exemple. Il ne va pas appliquer une politique de la chaise vide comme a pu le faire le général de Gaulle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts derrière. Vous comprenez? Par contre, j'ai été très déçu des jeunes agriculteurs qui, eux, normalement, ont un peu plus de panache, ont un peu plus de quoi se défendre, etc., sont beaucoup plus jeunes, ont moins d'intérêt ou de conflits d'intérêts à défendre. J'ai été très étonné de leur capitulation. Ça m'a étonné. Merci beaucoup Maël pour cet entretien. Et merci à vous. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le commenter, à nous donner vos avis en commentaire concernant l'Union européenne et les différents sujets qui ont été aujourd'hui abordés, à aimer cette vidéo et également à la partager, ça va beaucoup nous soutenir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très très bientôt.